Maintenant, t'as tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout apprendre sur Internet, même si t'as même pas t'emmerder à t'endetter avec un prêt étudiant à 10 000 balles l'année. Tu peux tout avoir sur Internet pour avoir une formation avec 300 balles qui va t'apprendre plus, même plus efficacement en 10 semaines qu'en 10 ans. Bienvenue sur PEPS, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves, où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. N'oubliez pas de vous abonner à PEPS sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre, et retrouvez-moi également sur YouTube sur la chaîne Alexis Pinault. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode du podcast de PEPS. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir comme invité Alex Viseo. Bonjour Alex. Salut Alexis, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette première invitation. Comme je te l'ai dit un petit peu avant l'épisode, l'enregistrement de l'épisode, t'es le premier mail que j'ai envoyé et t'as accepté tout de suite. Donc merci beaucoup de me faire confiance pour ce premier épisode. Ben, je t'en prie, on peut dire que t'es efficace, hein, c'est 100% de réussite mon gars. C'est vrai. Je sais pas si c'est de la réussite ou de la chance, mais en tout cas, ça a bien marché, donc je suis hyper content. Et Les deux. ah ouais, peut-être. Et moi, j'ai pas mal de choses que j'aimerais aborder avec toi parce que je me retrouve pas mal dans ce que tu fais et dans ce que tu dis, que ce soit dans tes vidéos, dans tes podcasts, etc. Donc justement, je voulais en parler avec toi. Et peut-être avant, pour les gens qui te connaissent pas et qui sont sur ce podcast, j'aimerais te présenter rapidement. On va voir si tu as bien fait tes devoirs. Voilà. Vas-y Alexis, c'est parti. Qui suis-je? Vas-y. Donc, tu as commencé par faire des études dans le tourisme. Ensuite, tu as travaillé chez Voyage SNCF, au service client. Ensuite, tu as travaillé à la régie publicitaire de la SNCF. Donc, tu as commencé comme commercial et tu as fini comme directeur de clientèle. Et en 2010-2011, c'est là où ta vie a vraiment commencé parce que tu as 27 ans et tu quittes tout pour voyager et faire le tour du monde. À partir de là, tu crées un blog et tu crées en même temps un nouveau métier parce que tu te professionnalises là-dedans, qui est celui de blogueur, youtubeur, influenceur, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Durant tes voyages, tu as aussi une prise de conscience un peu écologique, enfin un peu beaucoup même. Tu te rends compte que la planète, c'est hyper important et qu'il faut y faire attention. Et également, durant tes voyages, durant ton blog, etc., tu vas créer énormément de choses. Donc évidemment, un blog, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des émissions pour Planète Thalassa qui s'appelle Les Voyages d'Alex. Tu réalises un film qui s'appelle Premier pas vers un voyage engagé, où notamment tu vas aider à construire des écoles, mais pas que, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Tu vas faire des collaborations avec des marques, tu vas faire ton propre podcast qui s'appelle Je t'emmène en voyage, et tu vas faire aussi des podcasts en partenariat avec des marques, et tu vas être égérie de Tourisme Québec. Et tout ça, donc ça va t'amener aussi des choses, c'est que tu vas être récompensé, tu vas être le meilleur blog voyage en 2011, tu vas être le blog préféré des Français en 2013, tu vas être blogueur voyage le plus influent sur les réseaux sociaux en 2014, et influenceur voyage de l'année en 2017. Et il s'avère que là, maintenant, on enregistre ce podcast, tu es à Bali et tu remets tout en question 10 ans après. J'ai même fait, et tu as même oublié un truc, c'est pas forcément le truc le plus dingue, mais j'ai quand même vu que c'était un rêve avant même d'avoir ce métier d'influenceur voyage, parce que vu que ça n'existait pas au moment où moi je rêvais de parcourir le monde et partager cette passion et que ça en soit mon métier, je voulais être présentateur d'émissions de voyage, donc télé. Vu que il n'y avait pas encore cette possibilité de le faire sur Internet. Et du coup, j'ai réalisé ce rêve-là, c'était l'année dernière. Enfin, du coup, non, en 2018. Ouais. J'étais présentateur d'une émission de voyage sur France 5. Voilà. C'est les mystères de Tintin où on allait redécouvrir des pays à travers les albums de Tintin. C'était assez intéressant. D'accord. Une aventure que j'ai faite. Je préfère largement le web, c'est pour ça que j'ai pas continué. Mais voilà, il y avait aussi ça qui était dans toutes ces petites aventures que j'ai pu vivre. Mais tu as raison sur ta conclusion, c'est que je suis à Bali tout simplement parce que il y a quelques mois, j'ai annoncé que j'arrêtais en fait mon métier d'influenceur voyage, le métier qu'on n'arrête pas de me dire que c'est le métier de rêve de tout le monde, hein, vulgairement
résumé par le fait que je suis payé pour voyager. Il y a un peu de ça, même si c'est pas qu'évidemment que ça et c'est pas comme ça que ça se passe, mais oui, c'était un besoin, c'était une envie qui grandissait. Puis pendant 6-7 ans à faire ce métier, je me suis régalé, j'ai vécu la meilleure vie du monde. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai rencontré des gens incroyables, je me suis dépassé, j'ai vu et fait des choses que j'aurais jamais même cru possible. Il y a des choses dont je rêvais qui sont matérialisées, qui ont été assez insensées. Mais c'est comme tout, je pense que la vie aujourd'hui, c'est des chapitres. J'ai eu mon chapitre étudiant, j'ai eu mon chapitre la vie d'employé, qui m'ont apporté beaucoup aussi, voilà, je sentais que ça me correspondait pas, donc j'ai passé à mon autre chapitre qui était de voyager, puis après d'en faire mon métier. Aujourd'hui, j'avais besoin d'autres challenges que je suis en train de, tu vois, de matérialiser un peu dans ma tête, de construire un peu dans ma tête. Et pour ça, voilà, j'ai décidé de venir à Bali pour faire le point et pour essayer de comprendre ce qu'allait être la suite, parce que au-delà de vouloir un nouveau challenge, comme tu disais aussi, le problème c'est que j'avais envie en fait, en commençant dans le métier d'influenceur voyage, de donner aux gens, ou un maximum de gens, l'envie de voyager, parce que pour moi ça apporte énormément de choses. Ça permet de se dépasser, de s'ouvrir l'esprit, d'être plus tolérant, de se rendre compte que la planète est belle et fragile. Et je pense que ça fait depuis la société moderne qu'on a besoin de se rendre compte de tout ça. Sauf que force est de constater que finalement la planète est suffoque. On le voit ces derniers temps avec les grands incendies, que ce soit en Australie, en Amazonie, partout. Et le tourisme, faudrait mentir si on disait le contraire. Ça amplifie ce phénomène. Ça amplifie ce phénomène. Et vu que j'ai pas la solution, vu que moi-même je suis encore un grand addict du drogué, finalement, du voyage, pour tout ce que ça peut m'apporter. J'ai préféré en fait lever le pied, prendre du recul et me dire voilà, ok, il faut qu'au moins que j'améliore des choses. Je veux pas être donneur de leçons, puisque je suis encore quelqu'un qui prend l'avion, qui fait des choses qui peuvent impacter négativement les lieux que je visite. Et donc je vais pas non plus continuer à envoyer des gens là-bas, en fait, à continuer à le faire, en tout cas de cette façon-là. Même si j'ai toujours essayé d'encourager consommer local, le tourisme responsable, voyager en indépendant et pas forcément dans les grands complexes qui consomment un maximum. Mais j'en suis là aujourd'hui, voilà, pour peaufiner un petit peu cette introduction qui est 10 fois plus longue que la tienne finalement. Non mais pas de souci, c'est très bien, au contraire. Et justement, tu parlais des gens qui te disent tu fais le plus beau métier du monde, etc. Et je suppose que tu dois souvent avoir la question, mais alors pourquoi tu arrêtes? Qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter, alors qu'au final tu es dans une certaine zone de confort et que c'est hyper agréable, tu voyages. Alors je pense qu'ils se rendent pas compte de tout ce que tu fais à côté, la compta, etc. Ça t'en parle assez régulièrement, mais parce que c'est une entreprise au final, hein. Mais c'est vrai que qu'est-ce que toi tu leur réponds j'ai un métier de rêve, mais je l'arrête. En fait, je pense qu'il y a un concept qui est super important. En fait, c'est quand j'ai réussi à atteindre des rêves ou des objectifs qui paraissaient impossibles ou incroyables. Faire partir un an, faire le tour du monde à une époque, pour moi, ça paraissait incroyable. Arriver à vivre de mon métier, voyager, être payé pour partager une passion, ça paraissait impossible, ça existait même pas. En fait, j'étais tellement persuadé que je pouvais y arriver, parce que j'avais la foi de me dire, c'est pas grave, tu vois, c'est par là que ça se passe. Je voulais même pas entendre une autre possibilité. Et ben, en fait, c'est quand t'es persuadé que t'as la foi, t'arrives à atteindre tes objectifs. En fait, tu vois que des possibilités, tu vois que des opportunités. Et le jour où cette foi-là, il y a plus le feu, en fait. C'est plus un feu intérieur, c'est juste une espèce de sensation agréable, de sentir bien, etc. Tu crées pas, t'as pas la même effervescence à l'intérieur de toi. T'arrives pas à te renouveler autant, t'arrives pas à profiter autant. Ton regard est pas le même. Et je pense que c'est à ce moment-là où il est temps de regarder ailleurs, de trouver cette nouvelle inspiration, ce nouveau feu, cette nouvelle foi en un nouveau défi. Je parle souvent du fait que, pour moi, en fait, ça doit être évident. Quand on me dit, ouais, mais le jour où t'es parti faire le tour du monde, comment t'as fait pour aller au-delà de tes peurs? J'avais pas peur. C'était évident que je devais y aller. J'avais des appréhensions, j'avais des questions, mais c'était par là, en fait.
j'y allais. Et le jour, en fait, où, ben, tu vois, t'as plus ce côté où c'est limpide dans ta tête, c'est l'instinct qui te dit d'aller là-bas, c'est qu'il faut, en fait, trouver autre chose. C'est important, en fait. Parce que, pour moi, dans la vie, stagner, ça n'existe pas. La vie, elle fait que avancer. C'est comme une rivière, en fait. C'est soit t'avances, soit tu recules. Si tu t'arrêtes, le monde il va continuer d'avancer sans toi. Et je veux pas en fait sentir que je recule. Et c'est pas avancer pour avoir plus d'argent ou être plus connu ou je sais pas quoi. C'est vraiment ce côté où moi en tant que personne, je sens que j'avance, j'apprends des nouvelles choses, je fais quelque chose à mon échelle de ce que je peux faire moi, là où je suis né, avec les capacités qu'on m'a données. Et c'est Ok. vraiment ça en fait. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je sentais que je stagnais, je sentais que j'avais atteint un palier et j'avais plus le feu intérieur pour dépasser ce palier. Et du coup, il fallait que je trouve un nouveau challenge. Et c'est ça le plus important. Donc toi, au final, si je comprends bien, ce qui te fait vibrer, c'est pas tellement, je vais pas appeler ça de l'ambition, mais c'est plutôt les projets, les challenges, c'est toujours faire quelque chose de nouveau et en même temps se sentir utile dans ce que tu fais au quotidien. Exactement. Je pense qu'il y a un truc que je mets par-dessus tout là qui va être un peu égoïste, c'est ma liberté, que je remets en danger parce que finalement, bah, comme tu dis, quand tu as un job où, vu que je suis dans le top 2-3 en France, que ça se passe bien, que je fais les gens kiffent mon contenu et les partenaires qui m'envoient, ils sont très contents de travailler avec moi. Du coup, parce que c'est la tendance, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Maintenant, j'étais bien rémunéré pour le faire par rapport à quand j'ai commencé, où c'était quelques centaines d'euros. Tu vois, donc, mais c'est ce côté en fait où voilà, c'est ça. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, il y a un moment, c'est un peu que j'appelle le dictateur africain. C'est soit tu t'accroches à un truc jusqu'à la fin de ta vie, tu t'en fous soit en fait tu te mets en danger et t'acceptes en fait que tes grandes valeurs, ce soit ça qui te guide. Moi, mes grandes valeurs, c'est la liberté, mais c'est aussi le fait d'avancer et aussi d'être fidèle à mes valeurs. Et si à travers mes vidéos de voyage ou peu importe les contenus que je diffuse, je suis pas moi mon propre exemple, ça marche pas en fait. Il y a un truc qui pour moi est super important, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la responsabilité, c'est l'honnêteté. Enfin, tu vois, et si je suis pas moi l'exemple de ce que je promeux ou je diffuse comme valeur, il y a un truc qui va pas. Et ben, je m'étais dit, ok, si je suis mon propre exemple, suis ton instinct, dépasse-toi, sors de ta zone de confort. Bah Alex, vas-y mec. Il y a un moment, c'est parti, change. Et au final, avoir ces valeurs-là qui te guident, c'est aussi ce qui permet de faire ce que tu veux, mais de rester fidèle et cohérent par rapport à toi, à ce que tu es et à ce que tu as envie de faire, quoi. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que ça te permet en fait d'être bien dans tes pompes, d'être heureux. Il y a Tony Robbins qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, qui dit the ultimate failure, c'est enfin l'échec ultime, pardon. Je suis le mec qui fait Jean-Claude Van Damme en plein podcast. L'échec ultime, c'est d'être successful, d'être, je sais pas, millionnaire, ou d'être super, d'atteindre le succès qu'on veut professionnellement, mais de se sentir ultra malheureux à l'intérieur. Et ça, c'est super important finalement de quand tu bosses, surtout en ce moment, c'est vraiment la promotion, la mode, work hard. Enfin, faut vraiment travailler dur. Et tu peux partir de rien, monter des empires, monter de la startup qui fait que, l'idée qui fait que, tu peux te faire des millions sur Internet, Et à la fin, t'as 35 ans, t'as 30 piges, t'es en dépression, t'es en burn-out, t'as plus de jus, tu sais pas pourquoi tu l'as fait, ça te ressemble pas, tu t'es éloigné de tes valeurs. Et en fait, c'est ça. Les valeurs, c'est le garde-fou de ton bonheur. Et tu te regardes le matin. Moi, il y a plein de fois, j'ai envoyé, avant de travailler avec Air France, on s'est retrouvé à une réunion qui n'était pas à cause d'eux, mais il y avait leur agence qui m'avait fait venir. Et en gros, ils m'ont mis dans une situation où, à la base, on avait validé une opération. Je me retrouvais devant 10 personnes, tout seul devant une table ronde. Et on dit, bon, Alex, c'est top. Par contre, bon, voilà, on va avancer, super, mais finalement, on n'a que la moitié du budget. Et moi, je m'en foutais à la base du budget en tant que tel. C'était pas le chiffre, en fait. Mhm. Il m'aurait dit que si tu avais ce budget-là initialement, on y serait parti, j'aurais trouvé une solution, on aurait adapté. C'était ce côté où, tu vois, j'arrive, je te prends de haut, voilà, tiens, je te file les miettes, je te dis que c'est moins 50% et tu devrais être content de travailler avec nous. Encore une fois, c'est pas Air France qui l'a amené comme ça, c'est l'agence qui négocie un peu pour eux. Parce qu'au final, on a travaillé avec Air France, que j'ai recroisé dans un salon, ils étaient tellement gênés de cette réunion-là. Mais ce qui s'est passé à la fin de cette réunion, c'est que je dis, je sais pas, en fait.
je suis pas sûr que j'ai envie de travailler avec vous de cette façon-là parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, c'est win-win. On se tire vers le haut. Chacun doit donner ses problématiques et on va faire en sorte que chacun atteigne ses objectifs. Dans ta boîte, tu vas atteindre tes objectifs, tu pourras rendre des comptes et ton opération elle est bonne. Moi, je serai content parce que j'ai bossé de ma façon à moi. Ma communauté sera contente du contenu que je vais produire. Et que s'il n'y a pas cet équilibre-là, ben, je préfère aller manger des pâtes et travailler avec une boîte inconnue ou même pour moi. Et je les ai basés. Je leur ai dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de travailler avec vous, en fait. Et même si le projet était dingue, avec destination dingue, etc., j'ai dit non. Sauf qu'au final, la vie, elle m'a récompensé d'être fidèle à mes valeurs puisque j'ai travaillé avec Air France et j'ai même très bien travaillé avec eux et j'adore travailler avec eux. C'est des gens, et je leur passe le bonjour à Maria et Maxime, qui est des gens avec qui j'adore travailler, qui ont des très très belles valeurs pour le coup. Mais cette agence qui était cet intermédiaire à ce moment-là, ont eu un dialogue en fait et une négociation que j'ai pas aimé et j'ai préféré dire non à ce moment-là. Et pour moi, c'est le plus important. C'est reste fidèle à tes valeurs. Baisse pas ton slibard pour 4 balles ou même pour beaucoup d'argent en fait. Je préfère être pauvre et être heureux et fidèle dans mes pompes plutôt que tu sais que t'as fait un truc qui est pas bien. Tu sais et ça c'est un goût amer qui fait que quand tu te regardes dans la glace, ça va te retomber sur la gueule d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Tu disais, je crois que c'est dans une vidéo, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'était dans une vidéo. Tu disais notamment que aujourd'hui, tu avais moins de problèmes avec l'argent, dans le sens où ça te dérangeait pas de gagner de l'argent si toi, tu sais que de toute façon, tu vas le réinvestir dans des projets qui te font kiffer, et du coup, qui servent le monde, etc. Enfin, qui servent le monde, façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire? Tu te sens utile, quoi. Bien sûr. Ouais. Et justement, je voulais faire un rapport avec ce que tu viens de dire là. Imaginons que demain, il y a une entreprise, je sais pas, type Monsanto, qui te contacte et qui te propose quelque chose à plusieurs millions d'euros. Ce que tu es en train de nous dire là, c'est justement que vaut mieux dire non plutôt que de gagner des millions en se disant, bah, ces millions, je vais les réinvestir dans mes projets pour faire quelque chose de bien. Mais toi, tu es plutôt du coup à dire non parce que ça correspond pas à ma vie, quoi. En fait, je pense qu'il y a, si c'est des millions, en fait, je pense que j'interrogerai ma communauté, comme j'ai déjà pu le faire sur des projets, où je me dis, à la base, je dirais non. Enfin, moi, il y a déjà une marque de fast-food qui vend des hamburgers avec un logo rouge qui m'a déjà contacté pour être ambassadeur. Non, jamais de la vie. Non. Après, si je me dis, et tu vois, Monsanto, j'ai envie de leur dire, mais non, jamais de la vie, je prendrai ton argent. Si tu fous, toi. Et après, si ça commence à être des millions, je me dirais, et je poserais la question à la communauté, je fais, est-ce que, vu qu'ils ont plein de thunes, c'est des c'est des gens que j'apprécie pas du tout, qui niquent la planète. Enfin, de toute façon, on le sait, à un moment, c'est pas un secret. Est-ce qu'on prend pas ces millions pour essayer ça dépendrait pourquoi ils veulent que me payer des millions, tu vois. Si c'est pour que je dise qu'ils sont géniaux, jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin, non, on m'achète pas, en fait, tu vois, non, c'est pas possible. Par contre, je sais pas si d'une façon c'est un truc discret ou non, je sais pas. Franchement, je te dis ça, j'y crois même pas moi-même, tu vois. En fait, j'aurais envie de prendre ces millions pour dire, c'est quoi, on va injecter de l'argent là, on va faire des trucs bien là, mais en toute transparence, en fait, et le dire aux gens. Et en même temps, ce serait leur dire, ce serait perdre la bataille vis-à-vis d'eux, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire non. Okay. J'ai envie de te dire non, et j'ai envie d'avoir le courage et les couilles de le dire à ce moment-là. Mais je pense. Après, on n'est jamais sûr. J'aimerais que maintenant, parce que là, tu arrêtes le métier, on va dire, d'influenceur voyage, et tu vas donc te lancer dans un nouveau business, vraiment dans l'entrepreneuriat pour le coup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, et si possible, faire un lien entre ce que tu as connu avant via les voyages et ce que ça t'a apporté pour ce nouveau business-là? Bien sûr. En fait, je me suis... alors déjà, il y a des gens qui m'avaient posé la question mais Alex, tu dis que tu vas être entrepreneur, mais tu l'étais déjà en étant influenceur voyage. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, parce que tu crées ta boîte, parce que ta boîte, du coup, tu as de la compta, tu dois payer des gens, des prestats, des trucs, des machins. Mais en fait, c'est ce côté où j'ai envie de créer un business, en fait, qui n'est pas lié que à moi dans mon déplacement en tant que personne. C'est-à-dire que je prends souvent le parallèle du photographe de mariage. Le photographe de mariage, il
on va l'employer, on va lui donner ça va être un service, on va le payer tant pour qu'il vienne faire tant de photos et une vidéo à son mariage. S'il ne vient pas, il ne sera pas payé. Et moi, c'est ce qui se passait. Aussi génial que ça puisse être d'aller en Polynésie, au Costa Rica, si je ne vais pas 2 semaines au Costa Rica, en Polynésie, encore une fois, c'est absolument génial d'y aller, je ne serai pas payé, je ne pourrai pas vivre de ça, etc. Et moi, quand je dis entrepreneur, c'est que je vais arriver à monter un business aussi où ça n'a pas besoin de moi physiquement de me déplacer quelque part. Que mon temps, en fait, j'ai envie d'arrêter de troquer mon temps contre de l'argent. Alors, il y aura une phase forcément où il y aura de ma personne qui sera impliquée, mais c'est arriver à ce doux rêve d'entrepreneur sur Internet qui dit, quand tu mets quelque chose en place qui est qualitatif, qui apporte une valeur ajoutée, qui est bien ficelé, tu décides de ton emploi du temps. Et si j'ai envie de travailler 15 heures un dimanche dans ma journée, mais que le lundi, j'ai envie de prendre ma journée off et faire du wakeboard ou j'en sais rien, je peux le faire en fait. Parce que je suis vraiment addict à cette liberté de mes gestes et d'entreprendre comme je le souhaite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai décidé de faire, quand je suis venu à Bali et que j'ai vraiment compris que c'était ça que j'avais envie de faire, je me dis, ok, qu'est-ce que j'aimais finalement dans le fait d'être influenceur voyage? Ok, j'aimais le voyage, j'aimais le fait de diffuser les valeurs du voyage. Mais c'est ça en fait, je me suis rendu compte que le voyage, c'était mon outil. C'était mon outil pour prouver aux gens en fait qu'ils étaient capables de faire des choses qu'ils auraient jamais imaginées, capables en fait de se dépasser, de briser des idées, des pensées limitantes à propos d'eux-mêmes qu'ils ont dans leur tête et aller, tu vois, développer des nouveaux skills, des nouvelles capacités en voyage. C'est ça que j'adorais, c'est les voir évoluer, éclore, se dépasser et me renvoyer des messages genre waouh, Alex, ma vie elle a changé parce que je me sens différent, je vois la vie autrement, je vois des opportunités partout. Et en fait, le voyage c'était qu'un outil. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et du coup, ce vers quoi je me dirige, qui est le personal branding. Alors, traduit en français, c'est un peu moche. C'est sa marque personnelle. Et c'est vrai que les Français ont du mal avec le vrai marketing pur et dur. Mais c'est en gros, comment aujourd'hui tu vas construire ton e-réputation, ton image de marque sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être offline, mais là, ça va être surtout sur les réseaux sociaux parce que, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, moi, ma cible, ça va vraiment être tout ce qui va être entrepreneur, profession indépendante, libérale, artiste, sportif, qui finalement, leurs opportunités professionnelles se créent à travers leur image, la pertinence qu'ils ont et on va dire le positionnement qu'ils ont sur leur niche, sur leur secteur. Et quand tu es tatoueur, potier ou danseur pro, bah tu sais très bien faire des tatouages, faire de la poterie ou danser, mais tu sais peut-être pas forcément bien te mettre en valeur et en parler pour pouvoir avoir plus de clients et une aura plus importante sur ton métier que de toute façon sera utile. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, je trouve, c'est que de façon gratuite, tu peux y arriver grâce aux réseaux sociaux, grâce à plein de leviers médias qui sont aujourd'hui gratuits, contrairement à avant où il fallait connaître des potes à la télé et dans les journaux ou à la radio. Que si t'as pas de potes, t'es mort, t'as pas de visibilité. Si t'as pas de visibilité, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment de la micro-réputation à l'époque dans ton quartier, dans ta ville. Il fallait faire tous les meetings, pas possible, inimaginables, en présentiel. Là, t'as une vraie opportunité. Et c'est ça que j'ai envie. Parce que je me suis aperçu que je kiffais ça parce que ces derniers mois, j'avais des potes qui étaient dans l'entrepreneuriat, dans la photographie, la vidéo, dans la fiscalité, dans l'immobilier, dans la santé, qui me disait Alex, j'aimerais bien que tu files des conseils pour dessiner, pour sculpter mon image en ligne. J'ai des valeurs à diffuser, des messages à faire passer, et je veux que ça m'aide. C'est comme finalement un CV en ligne qui est animé en permanence et qui vit. Et je veux que tu me files des tuyaux. Et j'arrive à filer des tuyaux, ça les avait aidés et ça m'a fait kiffer de voir leur évolution. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Quelle satisfaction. En fait, j'ai envie d'être un Zidane ou un Didier Deschamps. J'ai été joueur, je me suis bien débrouillé en tant que joueur, et j'ai envie d'être coach et en fait me dire, putain, mes conseils qui peuvent aussi s'appliquer, mais pas que au voyage, parce que c'est là, en conseillant mes potes, j'ai vu que c'était des grandes lignes de conduite, des grandes règles qui s'appliquent. Et putain, je peux voir des gens grandir et évoluer, et ça, je trouve ça génial. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Je t'avoue que là, je te laisse pas beaucoup parler, mon gars. Non, mais pas de là, Alexis, au c'est moins, un t'as pas podcast besoin où... de trop relancer. non, mais le but, c'est de t'entendre, c'est d'écouter ce que tu as à dire. Donc, c'est hyper cool, au contraire. Moi, il y a un truc, parce que du coup, j'ai monté aussi une boîte à côté. Et
Et il y a quelque chose, on a eu une conversation assez intéressante avec mon associé sur la peur de l'échec. Et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que, bon, comme on le disait, tu étais bien installé comme influenceur voyage, t'arrêtes tout et aujourd'hui tu te crées un nouveau business qui, alors comme tu dis, c'est un peu le Zidane qui devient un coach, etc. Mais c'est quand même, tu t'engages dans quelque chose de nouveau. On n'est jamais sûr à 100% que ça fonctionne. Comment toi tu abordes la peur de l'échec? Alors, il y a une chose en fait qui a toujours été mon coussin de sécurité pour être serein dans ma tête, c'est une année de trésorerie sur mon compte en banque. C'est-à-dire que si mon business s'effondre, s'il m'arrive une merde physique, je sais pas, je peux aller dans un endroit, que ce soit en France ou dans un endroit où ça coûte pas très cher, me caler pendant un an et reconstruire quelque chose ou me donner à fond pour y arriver. Et un an, c'est très long. Quand je vois ce qu'on peut faire en un mois ou une semaine, euh, un an, c'est long. Et en fait, je me dis, si ça marche pas et que j'arrive pas à faire rentrer d'argent, j'aurai cette année-là, en fait, pour essayer d'y arriver et aussi anticiper le fait que peut-être je retournerai dans le salariat ou je sais pas quoi. Mais c'est tellement quelque chose que en fait, je comprends que je ne voudrais plus jamais, que je me donnerai les moyens d'y arriver d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, il y a ce coussin de sécurité qui pour moi est essentiel, que je me suis forgé lors de mon premier emploi. Alors tu vois, pour moi, un coussin qui finalement, je me rends compte qu'avec l'âge, il a augmenté. Enfin, mes nécessités ont augmenté aussi, mais c'est entre 15 et 20 000 euros. Je me dis que c'était le prix de mon tour du monde, 15 000 euros. Mais c'est ce que j'ai aussi réussi à garder et remettre de côté, en fait, pour me dire, je me mets quelque part en mode un peu ermite, ou en tout cas, je fais pas le fou, pour me relancer, me reconstruire quelque chose, et je suis serein, je peux payer mes factures, je peux bouffer, je peux avoir un toit. Et ça, en fait, ça me permet de prendre des risques, parce que finalement, c'est pas des risques, c'est juste une nouvelle aventure où je me donne. Et vu que je me donne et que j'ai pas la pression de devoir accepter un taf de merde qui me prend du temps et du coup je peux pas le consacrer dans mon nouveau projet, j'ai juste à me donner à fond et y croire dans cette nouvelle aventure. C'est pas des risques pour moi, c'est juste s'écouter et avancer. Et, et en fait, les risques, c'est quand c'est faire n'importe quoi euh, sans avoir vraiment compris ce qu'on voulait, sans y croire vraiment et sans se donner les moyens. Ça, c'est risqué. Ça, c'est risqué. Quand tu sais où tu veux aller, tu sais pas forcément comment, hein, parce que j'ai aucune idée de comment je vais bien réussir à monter tout ça, hein, qu'on soit clair. Et je savais même pas encore ce que je voulais faire précisément quand je suis venu à Bali et que j'ai claqué entre guillemets ma dème publiquement Ah oui, d'influenceur ok. voyage. Mais non, je ne savais pas du tout. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Pour te dire, j'étais sous ma douche un vendredi. Et je dis, ah, je sais, putain, ça fait des mois que j'avais cette sensation qu'il fallait que je passe à autre chose. Je fais, ok, c'est là. J'ai besoin de sortir un truc. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin j'ai besoin de dire que je le dis, que j'ai pas de plan B, en fait. J'ai pas le choix. Sorti de ma douche, je me suis habillé, j'ai pris ma cam et j'ai filmé en one shot, une traite, première tentative, première take, tu vois, ce que j'ai dit et ce que j'ai annoncé, en fait. Et ça, c'est la théorie pour ceux qui l'ont lu, L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui est un vieux livre qui a au moins Mhm. 2 à 3 000 ans, je crois. C'est la théorie de brûler ses propres bateaux. Si tu veux que ton armée, elle se donne à 300%, t'as pas juste besoin de les emmener au lieu du champ de bataille. Parce que, bah, il y en a qui vont dire, ok, on va gagner, on va reprendre nos bateaux, puis on s'esquive, on va en retraite. Non. Tu brûles tes propres bateaux. Et si les gens veulent rentrer chez eux, malheureusement, ils n'auront pas le choix que d'aller tuer leur adversaire et voler les bateaux de l'adversaire. Ce qui veut dire aujourd'hui, alors je te demande à tuer personne, évidemment, au contraire, je sais pas si, mais c'est de se dire, j'ai plus le choix, en fait. Si je veux y arriver, si je veux ne pas, entre guillemets, moi mourir, en fait, je peux pas regarder en arrière. Il faut que je regarde en avant et c'est la solution, elle est devant moi, elle est pas derrière. Donc j'ai brûlé mes bateaux et c'est pour ça que j'y suis allé. C'est pour ça que j'ai investi sur le fait de louer une villa, de faire venir des gens, faire venir des gens qui bossent avec moi, des gens aussi qui ne bossent pas avec moi, des freelances, des gens qui sont un peu dans cette effervescence, cette émulation, cette stimulation cérébrale pour justement m'aider à y voir plus clair ou juste me mettre dans cette énergie qui me fait me poser les bonnes questions. Et même en allant à la plage ou en faisant des trucs un peu cool au quotidien, c'est là aussi où tu as les bonnes idées. C'est en te décontractant, en soufflant, en te mettant bien que tu as les bonnes idées. Et ça m'est venu, voilà, tu vois, il y a un mois et demi, je dis, ok, c'est ça en fait. C'est ça. Donc c'est pas prendre des risques, c'est faire les choses
avec réflexion, détermination et essayer d'un peu comprendre avec une petite stratégie qui est pas teubée. Voilà, c'est pas des risques. Surtout quand t'es jeune, surtout quand t'es en plus, le pire c'est encore un mec. Une fille, il y a plus de risques dans le sens où malheureusement le marché du travail aujourd'hui les pénalise encore beaucoup plus que les hommes et ça j'en suis tellement navré. Surtout quand ça se rapproche de la trentaine avec le coût des gamins, des trucs. Malheureusement pour elles, parce qu'en plus elles sont moins bien payées à niveau égal. Mais quand t'es un homme, t'as pas d'excuse. T'as pas d'excuse. Y a pas de risque. C'est juste c'est juste du courage et c'est juste s'écouter en fait. Pour moi, c'est juste s'écouter. Très bien. Et justement, tu parlais de cette histoire où tu étais dans la douche et que tu as eu cette... Waouh, je vois que t'as retenu ça en fait. Non mais je comprends, Alexis, je comprends. Alors non, j'étais plus sur le plan psychologique où tu as cette réflexion. Ouais, d'accord, on peut parler de ça aussi. Où tu as cette réflexion dans la douche et tu te dis non mais là c'est plus possible. Et tu racontes qu'en 2019, alors je te cite, tu dis j'ai fait un presque burn-out et, et je voulais que tu nous en parles un peu. Comment tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'est ça ce que tu appelles le presque burn-out ou c'est complètement autre chose? C'est un trop plein, c'est un trop plein d'informations, trop plein de travail, trop plein de temps? Exactement. C'est une sensation déjà où quand t'es dans un lieu de dingue et tu sais que dans ta journée tu vas faire des trucs de fou et que le réveil il sonne et au lieu de jumper du lit comme je l'ai fait pendant des années, tu te remets un petit quart d'heure, 20 minutes pour dormir parce que finalement t'as plus envie de rester dans le lit, que t'es KO et que t'as un peu la flemme de te lever et que t'as plus cette motivation, ce feu intérieur comme je disais, t'as une espèce de lassitude, il y a un manque de saveur qui devient récurrent, qui revient, qui est pas là tous les jours mais qui remonte, tu sais, comme une espèce de relent, de ras-le-bol, d'essoufflement, de fatigue, d'épuisement émotionnel et physique. Là, ça commence à pas sentir bon. Surtout quand tu as un métier incroyable. Surtout quand tu vas faire des choses qu'à la base tu aimes. Là, ça sent pas bon. Y a, et d'ailleurs, ce qui est marrant, sans me comparer du tout, sans dire que j'étais proche de ça, ceux qui n'ont pas vu le documentaire Avicii sur Netflix, regardez-le. C'est touchant au possible, mais ce qui est incroyable, c'est de voir que le mec, c'est un génie, qu'il est blindé, il est plein aux as, et que c'est une crème, que lui, à la base, il aime pas les concerts, ce qu'il kiffe, c'est juste composer. Et il s'est fait prendre dans un engrenage, notamment à cause de son mauvais entourage, où il n'arrive pas à s'arrêter. Il n'arrive pas à s'arrêter. Je dis pas que moi, j'ai réussi à m'arrêter, mais j'avais du mal à lever le pied, quand même. J'avais du mal, parce que moi, j'aimais quand même ça, quand on me proposait un contrat, j'y allais pas non plus à reculons. J'ai allez, j'y vais encore. En fait, j'avais du mal aussi j'ai du mal à faire la paix pendant très longtemps. Je l'ai fait de plus en plus, hein. Mais à ne pas accepter une collaboration ou un voyage parce que j'étais fatigué. Le timing était trop serré. Parce que je me dis, qu'est-ce que mon père me dirait s'il savait que j'étais extrêmement bien payé par rapport à son salaire à lui d'ouvrier pour aller faire un truc que j'adore, qui certainement est apparenté pour lui à un peu des voyages, même s'il sait que je bosse beaucoup, parce que je veux pas le faire parce que je suis fatigué. Et je me suis dit, j'arrivais pas en fait au début à dire non. Je me dis mais non, c'est n'importe quoi. Enfin, t'as pas honte, tu vois, de dire ça. Sauf que avec le temps, avec l'expérience, avec la réflexion, j'ai compris que même Cristiano Ronaldo, il adore le foot, il se donne à fond, il est déterminé d'être le meilleur, mais il peut pas jouer tous les jours un match. Parfois, il doit se reposer. Et j'ai compris que voilà, il fallait que je le fasse. Je l'ai fait un peu plus, mais malgré ça, je l'ai fait un peu tard. Du coup, j'étais vraiment trop dans la réserve. Et du coup, j'ai fait un bisou au burn-out sans vraiment tomber dedans et j'en suis très content. Et justement, tu parlais que c'est important de pouvoir prendre son temps et de se reposer. Est-ce que tu penses que alors, parce que moi j'ai eu un peu les deux philosophies. Il y a un moment où j'étais en mode je vais foncer partout et puis je vais voir là où ça va marcher, ce que je vais réussir à faire, etc. Parce que je me disais que au final le temps c'était un bon moyen de dire j'ai pas le temps et du coup de jamais rien faire. Tu vois. Donc mon idée c'était pendant un moment de foncer partout. Et là récemment j'ai lu un livre qui s'appelle L'essentialisme, qui est un peu le minimalisme appliqué au travail.
Et Ok. ils expliquent notamment que c'est important de prendre du temps pour dormir, de prendre du temps pour s'ennuyer, de prendre du temps pour plein de choses, parce que quand on se met à travailler, on est beaucoup plus productif. Et je voulais avoir ton avis. Est-ce que toi, t'es plutôt de quel team? Euh, et si c'est prendre son temps, est-ce que t'as pas l'impression que certains, ça peut leur créer des excuses de prendre son temps pour justement ne jamais rien faire? Ouais, en fait, c'est un équilibre sur lequel je suis toujours en train de bosser. J'ai malheureusement pas la recette parce qu'en fonction d'où tu es, de tes projets actuels, de ton mood, ça va changer. Enfin, si je savais, je sais même pas moi combien de fois j'ai refait mon calendrier pour la journée idéale. Tu sais, mon Mhm. agenda de par jour, de qu'est-ce que je fais à quel moment de ma journée, ma journée idéale, je l'ai refait 10 000 fois. Et j'ai pas trouvé la recette en ce moment. Je me suis mis un challenge d'ailleurs un peu militaire pour essayer d'arriver à un challenge que j'ai jamais réussi dans ma vie. C'est mon plus gros échec. Je voulais arriver toujours à me lever tôt le matin. Malheureusement, je fais partie il y a trois catégories de dormeurs dans la vie. Il y a les petits dormeurs qui, entre 5 et 6 heures, ils sont reposés. C'est comme ça. Leur physiologie fait que tu as les dormeurs normaux, entre 7 et 8 heures, ils sont reposés. Moi, je suis partie des gros dormeurs. C'est-à-dire, c'est 7 et 8 heures de sommeil qu'il me faut, mais en plus, le week-end, je peux coller une grosse grasse mat de 10-12 heures sans problème. Tu vois, mon corps a besoin de ça, mon corps demande ça, et c'est épuisant d'être moi, hein. Tu sais, je cours partout, je suis un peu hyperactif, voilà. Et mon grand malheur, c'est ça, parce qu'à chaque fois que j'ai réussi à me lever tôt, les journées, justement, j'ai l'impression elles sont agréables. Je cours pas après ma journée, j'ai le temps de faire Hmm. plein de trucs, etc., etc. Donc là, je me suis mis ce challenge pour essayer justement de pas avoir l'impression de courir en permanence, parce que c'est ça aussi, j'en avais marre de tout le temps courir, d'être tout le temps pressé, d'être tout le temps sous pression, d'avoir tout le temps des deadlines. En ce moment, j'ai envie de, même si je monte mon business, j'ai envie de vivre un moment où, même si je me mets des deadlines, si je les respecte pas, c'est pas grave, tu vois. Je m'en Hmm. veux pas. Et surtout, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas un client à qui ça va être dommageable, à qui moi je dois rendre des comptes si je me rends des comptes à moi-même. Et j'apprends, ça c'est un gros défaut que j'ai, à être plus indulgent avec moi-même. J'ai tendance à être trop dur avec moi-même, mais dans l'aspect négatif, tu vois. Hmm. Je m'en veux, je suis pas content, la mauvaise critique, tu vois, le truc pas le truc qui dit allez on y va, c'est le truc putain je suis pas bon, tu vois, qu'est-ce que tu fous. Ça c'est négatif, ça te tire vers le bas, ça t'apporte rien de plus. Et je suis trop comme ça. Et du coup j'apprends à être plus indulgent. Après mon métier, tu vois, je me rends compte là en ayant ça fait une petite semaine que j'ai cet agenda un peu militaire euh, où chaque moment de la journée à son heure, je dois faire quelque chose. Mais en fait, je me rends compte aussi que je suis quelqu'un qui a toujours été dans l'action. Tu me demandes, est-ce que tu préfères regarder un film ou, je sais pas, jouer à la console pour vraiment comprendre la métaphore. Je préfère jouer à la console. Je préfère être Hmm. acteur que spectateur. Spectateur, je me fais chier, en fait. Vite chier. L'avantage dans mon métier d'avant, c'est que j'étais toujours en action, toujours dehors, toujours en train de bouger, toujours en train de résoudre des problèmes, mais c'était physique, j'étais dehors, j'étais dans l'aventure. Là, le fait d'être un peu trop devant mon ordi, dans la réflexion, dans la création, mais surtout dans l'ordinateur et d'avoir moins d'action, euh, ça m'emmerde. Ça me fait chier, en fait. Je sens que mon challenge de me lever, d'avoir le truc un peu tight, je ferai un bilan à la fin des 30 jours, si déjà, j'espère que j'y arriverai. Euh, mais je sens d'avance que cette vie-là me correspond pas. Je serais content d'être arrivé parce que peut-être pour avoir plus de discipline, c'est ce que je manque parfois un petit peu, manque de focus. Je suis un peu un écureuil. Je cours partout. Tu m'appelles, hop, je fais 40 000 tâches ouvertes en même temps et au final, même si je termine assez vite, ça me demande beaucoup plus d'efforts parce que plutôt qu'être une après l'autre, ça demande le cerveau, ça l'épuise beaucoup plus. Mais en gros, je sens que cette vie-là va me faire chier et que il faut que j'apprenne à m'embêter, mais il faut que j'apprenne à m'embêter à faire tu sais, genre aller jardiner, aller Hmm. marcher, aller faire des trucs en fait où t'es pas que dans le travail. Parce que le problème quand tu es entrepreneur, c'est que le travail devient addictif. Le travail devient, je sais qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à travailler qu'à regarder un film Netflix, tu vois. Parce que je préfère me dire, c'est comme un jeu vidéo, sauf que le jeu vidéo, il est utile dans ma vie, tu vois. Je suis en train de faire un truc, alors pas toutes les tâches évidemment, hein. Ma compta, je te dis, je préfère regarder Netflix, on est d'accord. Mais je préfère créer des trucs, surtout de la création de contenu, que regarder Netflix ou, tu vois, voilà, so what, tu vois, j'ai regardé ça,
Si en plus c'est pas dingue et que ça me transcende pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu ma life, tu vois. Et le temps, tu le récupères jamais. Donc, je pense que c'est important de trouver un équilibre ou des fois faire des choses où il n'y a pas un intérêt de boulot, où ça te libère la tête, ça te libère l'esprit, tu fais rien, tu es avec tes potes, tu refais le monde, tu fais rien, tu s'en fous. Mais j'ai besoin d'être quand même dans l'action. Genre, tu sais quoi, il y a une corbeille, tu sais, une poubelle avec des boulettes en papier, premier qui met le truc dans la corbeille où je t'en mets le plus en 10 minutes. Je vais me marrer énormément à faire un truc comme ça plutôt que regarder un film. Parce que je vais interagir avec quelqu'un, je vais me lancer un challenge, je vais jouer avec ça va être dans le côté manuel. Je m'amuse, j'ai besoin de m'amuser. Et en fait, parfois, je me rends compte que, et je m'en suis rendu compte que le fait d'avoir toujours des deadlines et toujours du boulot, tu perds un truc fondamental dans la vie qui fait que la vie est géniale et que la vie était géniale il y a encore 30 ans, il y a encore 25 ans, c'est la légèreté. On a perdu dans notre société la légèreté. Et ce que je disais, c'est qu'il y a un truc, mon père m'avait dit, parce que moi j'avais senti, je t'ai senti, comment tu vois le monde évoluer, comment toi tu te sens, parce que j'ai dit, je te sens beaucoup plus stressé à la fin, près de ta retraite, que avant. Alors que tu penses que les conditions de travail pouvaient être plus difficiles avant, en termes de nombre de sécurité, de trucs, de machin. Et il me dit, mais avant, les gens, ils travaillaient dur, mais tout était léger, en fait. On se posait pas de questions si on allait faire perdre notre travail, s'il allait y avoir du chômage, s'il allait y avoir la guerre, s'il y avait des épidémies, des terroristes, de trucs. Et aujourd'hui, on est tellement bombardé de peur de tout, économique, de bordel, de ce que tu veux, que tu as perdu cette légèreté d'avant, en fait. Que même à la campagne, la vie est très dure. L'espérance de vie était plus courte. On mangeait moins bien. Mais, tu sais, la vie, elle est simple. La vie, elle était légère. Tu fais ce que tu as à faire et on se prend pas la tête. Et on a perdu ce truc-là. Tout est américain. Oh my God, tu vois. Faut se dépasser, il faut être à fond, il faut se donner un maximum, faut tout le temps être le meilleur, ou alors t'es blasé parce que finalement la vie c'est trop nul, j'en ai marre, putain. Il y a plus ce côté juste simple et léger que j'essaie de retrouver, voilà, dans mon quotidien en mettant des tâches un peu simples. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié, notamment aux réseaux sociaux et enfin, pas que les réseaux sociaux d'ailleurs, mais à ce trop plein d'informations qu'on a tout le temps. On est tout le temps en train de réfléchir à, que ce soit avec les médias d'infodivertissement, à la politique, à la chasse, je sais pas, au véganisme, tu vois, tous ces sujets-là qui au final font toujours un peu polémique parce que c'est un peu le business model de ces boîtes-là. Est-ce que tu penses que ce que tu racontes justement avec ton père qui est de plus en plus anxieux alors qu'il se rapproche de plus en plus Bon de là la il est à la retraite? retraite, ça Ouais, va là il est relax maintenant. ouais. C'était avant la retraite. Et est-ce que tu penses que c'est aussi parce que la société va de plus en plus vite, qu'il y a de plus en plus d'informations? Du coup, on est en train de toujours plus réfléchir, de se poser des questions, de se comparer aux autres aussi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est Je lié pense à que ça ou? Je pense qu'en fait, ça va plus loin pour moi. On est la société, et je parle évidemment de la société française ou occidentale, hein. Je ne me permettrai Mhm. pas pour les autres que je connais peu, même si je les ai beaucoup vus. Mais passer quelques jours ou quelques semaines, c'est pas vraiment connaître ni expérimenter. Je pense qu'on est des enfants gâtés, en fait. On est la société des enfants gâtés. On a tout comme on veut. Avant, tu avais un job, une ville, une femme, un loisir. Terminé. Ferme-la. De toute façon, t'auras que ça, donc contente-toi, sois heureux. Maintenant, t'as tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout apprendre sur Internet, même si t'as même pas t'emmerder à t'endetter avec un prêt étudiant à 10 000 balles l'année. Tu peux tout avoir sur Internet pour avoir une formation avec 300 balles qui va t'apprendre plus, même plus efficacement en 10 semaines qu'en 10 ans, tu vois. Enfin, et le truc, c'est que tu peux avoir tous les loisirs, tu peux avoir qui sont accessibles, tu peux t'acheter à peu près tout ce que tu veux. Et quand je dis tout ce que tu veux, c'est évidemment, si tu veux t'acheter une télé, ça va pas être la télé à 10 000 euros, tu peux t'en acheter une super à 300 euros. Enfin, tu vois, une qui va très bien. Tu peux tout avoir. Et quand je vois mes petits cousins et cousines, que j'aime beaucoup, mais dans les derniers qui ont tout, et heureusement, je suis très content pour eux qui manquent de rien, mais ils sont blasés. J'ai envie de les secouer des fois, j'ai envie de les ancrer, leur encastrer la tête dans le mur. Je dis, mais vas-y, sois heureux, souris. T'as tout, t'as tes Lego, t'as tout, t'as machin. Sauf qu'en fait, je pense qu'en voulant leur faire plaisir, parce que bah mon oncle et ma tante, c'est des gens, ils ont grandi dans un milieu modeste, alors qu'ils ont réussi, ils sont ingénieurs et avocats. Bah tu veux faire plaisir à tes enfants, ça part d'un putain de bon sentiment. Sauf qu'en faisant ça, alors après il y a évidemment le caractère de l'enfant qui joue, on se le cache pas, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, quand t'as pas de challenge, je pense que pour moi, il y a rien de pire. Et je dis pas que c'est leur cas à eux, hein.
Mais il n'y a rien de pire que naître fils de millionnaire ou fils de saoudien. C'est comme si on te donne une console avec un jeu vidéo et qu'on dit tiens, mais il est fini le jeu. Ok, tu fous de quoi avec ça? Enfin, il n'y a pas de saveur. Tiens, tu veux des Mars? Tu veux un vélo? Tiens, je te le donne. Ah, ok, merci. Par contre, si je te dis, écoute, tu veux un Mars? Fais-moi le tour du pâté de maison 4 fois et sois revenu avant midi. Eh ben, je peux t'assurer que ton Mars, il aura une saveur et tu seras tellement content de l'avoir. Et ton vélo, il faut que tu aies 18 de moyenne toute l'année, que si tu n'y arrives pas, tu as galéré, la valeur perçue, elle est pas la même. Et le problème aujourd'hui, c'est la valeur des choses, ça vaut plus rien, en fait. T'as plus d'efforts à faire, t'as plus de thunes à mettre. Encore une fois, par rapport à ce que ça valait avant les choses, pour s'offrir des choses, il fallait économiser très, très, très longtemps. Aujourd'hui, même si ça coûte de l'argent, et surtout en fonction du niveau de vie qu'on a, c'est atteignable beaucoup plus facilement. C'est ça le problème. On est des enfants gâtés. Un enfant gâté, il est quoi? Il est blasé, il est là, il en a marre. De toute façon, il y a trop de choix, mais de toute façon, ça me saoule. Et c'est insupportable. C'est trop de choix, tu le choix. Et trop de trucs, tu tues l'envie, en fait, de vouloir se dépasser. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose. À côté, je fais un peu de photos et je me renseignais sur comment être créatif en photo, essayer de faire des choses qui n'ont pas été faites, enfin essayer de se dépasser un peu, et puis même être créatif dans la vie de tous les jours. Et ils expliquaient notamment que le meilleur truc, c'était de se mettre des contraintes. Et ça me fait penser à ça parce que quand on sert tout sur un plateau, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est trop facile, on a juste à prendre. C'est-à-dire que si on nous donne un appareil photo et qu'on nous dit faut faire telle scène, etc., on a juste à cliquer sur le bouton et c'est assez simple. Alors que quand on se met dans une contrainte, quand on est en manque de quelque chose, on va se dépasser pour y arriver et on est beaucoup plus fier à la fin du résultat qu'on a obtenu que si ça avait été tout cuit dans le bec dès le début, quoi. Donc c'est marrant, ça me fait penser à la créativité, aussi le fait de manquer de rien. C'est un super point, je suis d'accord avec toi. Je voulais revenir sur du coup un peu ton programme et ton sommeil. Aujourd'hui, comment tu gères ton sommeil et comment tu gères un peu tes journées? Est-ce que tu as des routines justement? Ça m'intéresse pas mal le calendrier que tu te fais tous les jours parce que j'en ai un aussi que j'ai plus ou moins du mal à respecter. Mais comment tu gères ton quotidien? Est-ce que tu te dis, tant pis, je dors un petit peu moins pendant 30 jours, ou est-ce que justement tu aménages ton temps pour te débrouiller, pour dormir suffisamment? Alors déjà, je vais te donner mon emploi du temps plutôt qui revenait régulièrement. Premier emploi du temps qui revenait souvent, c'est celui quand j'étais en voyage, en tournage, en tout ça. C'est souvent lever 6 ou 7 heures. Tu te barres à 7h30, t'as pris ton petit déj, 7h30, 8h, décollage max, et tu reviens entre guillemets dans ton hébergement à 8h. Et t'es toute la journée dehors, sous le soleil, sous le machin, sous le truc, donc t'es à fond. Tu manges et après c'est backup des fichiers, réponse, enfin post sur les réseaux sociaux ou alors création des posts sur les réseaux sociaux, répondre, coucher minuit, j'essayais, ou 1h, et boum, rebelote sur 10-15 jours. Donc c'est intense. Ensuite, quand j'étais à la maison, c'est plus, je me réveillais à 8-9 heures, coucher 23h minuit. Ensuite, le matin, c'est un peu la routine. Alors souvent, quand je rentrais de tournage, il fallait que je récupère tous mes mails en retard. Donc c'était pendant 2-3 jours, je faisais que mes mails, toutes les tâches, tout ce qu'on me demandait. Enfin, tu vois, les impératifs que je devais faire. Et ensuite, une routine qui était plus, je me levais et j'attaquais vers 9h30, 10h de bosser, création de contenu un peu le matin. Donc ça va être montage, post, etc. Et finalement l'après-midi, ça va être gestion de projet. Donc ça va être gestion de projet, ça va être du mail, ça va être de la création aussi. Enfin, j'ai géré des choses, tu vois, les retours sur les montages avec mon pote Loris, parce qu'on faisait beaucoup de vidéos ensemble, plein de choses comme ça en fait, jusqu'à 7h, 8h. Et j'en oubliais souvent de faire du sport. Et ce que je faisais souvent, c'est que j'allais après me balader un peu le soir, ou je sortais un peu le soir pour m'aérer la tête. Voilà, souvent ces derniers mois j'étais à Annecy, donc j'allais me balader au bord du lac. Et voilà, tranquille. C'est un peu ça. L'emploi du temps aujourd'hui sur mon challenge, c'est lever 5 heures du mat. Ensuite, routine matinale, c'est-à-dire étirement, douche, méditation. Ensuite, checker mes objectifs, enfin pas mes objectifs, mais ma to-do list de la journée, écouter mes objectifs de vie de l'année.
Ensuite, je pars aux alentours de 5h40. Je pars marcher dans les rizières, je prends un petit sac plastique et des gants et pendant 30 à 40 minutes, je ramasse les déchets plastiques qu'il y a autour de la maison. T'inquiète pas qu'il y a largement assez pour remplir à chaque fois un sac. Je rentre aux alentours de 6h30, 6h45 et pendant 1 heure, je fais 1 heure d'apprentissage sur une thématique. Ça peut être la thématique que j'ai choisie pour surtout des skills pro. Ensuite, je vais prendre mon petit déj et de 9h à midi, je fais de la création de contenu, montage, écriture, tu vois, pareil, poser les bases aussi de mon coaching ou de ma formation en personal branding. Et ensuite, l'après-midi, donc sur les coups après j'ai mangé, je fais une petite sieste, un petit somme de 20 minutes, ou en tout cas je m'allonge, je ferme les yeux, tu vois, pour me détendre, ça fait vraiment du bien. Et sur les alentours de 13h30, 14h, jusqu'à 17h, je fais de la gestion de projet, donc les mails, tout ça. Et de 17h à 7h, j'ai sport, je vais à la boxe taille. Et ensuite, je mange et je vais me coucher. En général, là, en ce moment, à 9h, 9h30, je suis au lit. Parce que tu es fatigué, parce que tu as besoin de dormir, parce que de toute façon, tu es éclaté. Parce qu'après la boxe taille, je pense que même si je me levais pas à 5h, tu as envie de dormir. Voilà. Donc, c'est un peu le rythme que j'ai depuis 5-6 jours, que j'arrive à tenir. Et mon challenge… Ah oui, et le soir, le soir, quand même, en rentrant, avant de m'endormir, j'essaie de lire au moins un article ou un contenu sur l'écologie. Parce que j'ai toujours dit que j'étais un fervent défenseur d'écologie, mais je me suis aperçu que j'y accordais pas de temps dans ma journée. Donc, c'est pour ça que le matin aussi, je vais faire des collectes de déchets. Du coup, ça sert à rien de dire que t'es pour l'écologie, si tu vas cramer du kérosène en partant de l'autre bout du monde, tu voyages et qu'au final, tu fais rien pour contrebalancer au moins une petite partie. Donc, je fais ça et j'essaie aussi de checker un peu tout ce qui est immobilier, même si ça, j'ai plus de mal. C'est le seul truc, là, j'ai vraiment du mal. Pour tout le reste, j'y arrive depuis ces 5 derniers jours, mais pour moi, mon plus gros challenge, il est surtout sur arriver à me lever à 5h du matin parce que c'est un challenge mental, en fait. De quand ça sonne, d'avoir le feu et d'avoir la détermination et la rigueur de se lever. Ok. Et dans ta journée, est-ce que toi, t'es quelqu'un qui naturellement procrastine beaucoup et mais du coup t'es très organisé, ou est-ce que t'es plutôt autodiscipliné assez naturellement? Non, j'ai une incapacité à me focus qui est assez phénoménale. Je suis très très vite disturb. Oh putain, je suis désolé, je suis à Bali, je parle anglais au quotidien. Du coup, j'ai des mots en mode Jean-Claude Van Damme. Je suis Déconcentré? dérangé, enfin tu vois, déconcentré. Merci, c'est chiant comme ça de pas avoir le mot en français. Alors que quand même, je suis pas non plus. Ouais, je suis très vite déconcentré. Je suis quelqu'un qui est très organisé pour le coup. Okay. J'arrive à être quand même relativement efficace. Je cherche toujours des outils ou des méthodes de travail qui vont me faire aller beaucoup plus vite, tu vois, genre répondre à mes commentaires ou mes mails, je les fais uniquement quasiment par dictée vocale. Donc ça me fait aller beaucoup plus vite, que je dirais 3 fois plus vite que la normale, que d'écrire. Et à chaque fois, il y a des petites techniques où je me force à chaque fois de les apprendre. Là, je viens de découvrir une app parce que je suis une formation en ligne et qui s'appelle Focus. Et en fait, c'est cool parce que des fois, et pourtant, je bosse en Pomodoro. Pomodoro, c'est 25 minutes de tâches, 5 minutes de pause. Et à chaque fois que je le respecte pas, tu vois que je continue à travailler, mais finalement, je suis pas efficace, je suis pas concentré. Et je vais me rajouter un truc qui va être focus, qui en fait, tu peux te dire, jusqu'à telle heure, tu es censé être focus. Donc, ça va t'empêcher de pouvoir avoir accès à des applications ou des sites web. Et tu peux pas y avoir accès. Et je trouve ça génial parce que souvent, je vais checker un truc sur WhatsApp, sur machin, sur YouTube, et t'es mort. Et t'es mort et tu as passé 20 minutes comme un gros connard. Et du coup, je vais en rajouter ça parce que il y a des ingénieurs, des dizaines d'ingénieurs, des centaines même, qui travaillent sur des applications et des sites web qui veulent te faire rester le plus longtemps possible chez eux. Et je n'ai pas la prétention d'être plus intelligent que tous ces ingénieurs très bien payés et très intelligents. Donc, j'essaie de m'armer contre ça pour être plus efficace. Donc, j'ai tendance à procrastiner. Je fais attention normalement, le matin chez moi, j'essaie de pas toucher mon téléphone de la matinée. J'y arrive pas toujours. Voilà, parce que souvent c'est mon réveil, tu sais, des trucs, heureusement maintenant t'es en mode avion, le réveil, enfin bref, t'es tenté et j'essaie de, en fait c'est une discipline, c'est quelque chose que t'améliores au quotidien, ces choses-là, c'est des jours tu vas y arriver, des jours tu vas pas y arriver, faut juste essayer. Il y en a, je pense qu'ils vont être 10 fois plus disciplinés que moi, mais malheureusement moi je suis un enfer.
Ok, bah, merci beaucoup parce que c'est un sujet qui me parle pas mal. Comme je te disais, moi j'essaye de aussi me créer une routine. J'ai, je pense, trouvé une bonne routine là, qui fonctionne depuis début janvier sur le matin notamment, Ouais, euh, ouais, c'est quoi? où je fais, où je prends le temps de me lever, je fais de la méditation et ça c'est notamment grâce à toi et puis à d'autres personnes aussi, mais c'est notamment toi qui m'as fait Ravi. me mettre à la méditation. Donc là j'essaye tous les jours hein, en 2020. L'idée c'est de faire Ouais. une journée de... Pas facile, hein? Comment? C'est pas facile de s'y mettre, surtout au début, c'est le bordel, hein. Au début, on comprend pas trop. Il y a des jours où on se dit mince, là, je l'ai mal fait. Des jours où on se dit ok, là, je vois l'intérêt de le faire parce que ça allait pas très bien et vraiment ça m'a recentré, etc. Justement, j'en profite pour faire un passage sur la méditation. T'as fait quelque chose qui est assez exceptionnel, enfin que moi je trouvais exceptionnel, qui est une retraite Vipassana. Et Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement ce que c'est et pourquoi tu l'as fait et est-ce que tu le conseilles ou pas aux gens de le faire? Alors, une retraite Vipassana, c'est une retraite de méditation d'une dizaine de jours, où en fait tu te coupes de tout, distraction, donc t'as pas le droit de parler, regarder les gens, avoir ton téléphone, ton ordinateur, des livres, tu peux pas écrire. Tu médites 12 heures par jour, par intervalle, par session de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et t'es focus là-dessus. Et t'es dans des salles de méditation, et c'est gratuit. Et ça qui est extraordinaire. Alors, t'es invité à faire un don à la fin. Ça équivaut à, en fonction des pays, entre 100 et 300, 200 euros, 100 euros, 150 euros. Tu fais ce que tu peux. Moi, j'ai lancé un peu plus parce que je pouvais me permettre de laisser plus pour me disant que ceux qui avaient pas beaucoup d'argent, ben, ils pourraient quand même venir et puis ça comblerait parce que vraiment, ils t'invitent, ils te demandent rien. Ils te disent à la fin, laisse ce que tu veux. Mais t'es nourri, logé, plus des cours. Alors, autant te dire que tu veux faire un stage de yoga dans le même délire, ça te coûtait 2000 balles. Là, c'est gratuit sur de la méditation. Euh, c'est extraordinaire parce que je pense qu'aujourd'hui, le gros défaut qu'on a, c'est qu'on fait très attention depuis 50, 60 dernières années à notre aspect extérieur. Que ce soit comment t'es musclé, physique, sportif, hein, comment t'es sapé, à quoi tu ressembles. Et c'est comme si on s'était affairé depuis 60 ans à faire la plus jolie voiture possible d'extérieur et on n'a pas fait attention à se dire qu'est-ce qu'on mettait dans le moteur et savoir si le moteur il allait bien. Sauf que ça devrait commencer par là. Euh, on passe du temps à faire des exercices physiques, du sport, du machin, faire du shopping, encore une fois, sculpter l'aspect extérieur, et on passe aucun temps, aucun moment à faire des exercices qui vont sculpter et entretenir ton bien-être intérieur. Et c'est quand même con. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir tout ça, d'être riche, encore une fois, d'être stylé, ou d'avoir je ne sais quoi en possession, si t'es malheureux ou que tu te sens mal dans ta peau, c'est très con, je trouve. Et je pense que ça devrait être obligatoire, tu vois. La méditation devrait être obligatoire à l'école. Cette session-là, ça devrait être un passage obligé dans la vie. Je dis pas que c'est facile, mais c'est en fait ça, c'est comme une bouche à incendie. Ça enlève toutes les merdes que t'as coincées partout en toi quelque part, des pensées, des frustrations, des peurs, et hop, le fait d'être là, de te mettre sur la méditation, ça va tout ouvrir, ça va tout lâcher. En tout cas, ce que ça fait pour moi, je pense que si tu te donnes pas à fond, si tu crois pas, si tu es un peu stressé, peut-être que ça aura pas les mêmes effets, mais il faut le vivre. Il faut le vivre parce que, moi, pour te dire un truc con, hein, moi, je cherchais un peu de retrouver un bien-être, un apaisement intérieur. Ça a soigné des douleurs physiques que je me traîne depuis 10 ans. Et ça, je trouve ça ouf. C'est ces douleurs qui, au final, tu t'aperçois que c'était psychosomatique. Hmm. Cette douleur de sciatique que j'ai depuis 15 ans, ou à l'omoplate, où c'est tendu, ça te lance tout le temps. Tu peux aller voir tous les kinés, les ostéos que tu veux. T'as jamais le crack qui te fait, ah non, non, ça arrivera pas. Par contre, tu l'as, t'as un clic mental qui fait que, hop, en fait, tu t'apercevais même pas, mais t'as envoyé une tension, un stress à ce niveau-là de ton corps. Et ça t'aide tellement à te connecter à toutes les parties de ton corps, à ressentir tout ça, que voilà, c'est fou. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, je sais que si j'ai mal, c'est ma faute. Parce que j'ai pas médité, parce que je me suis stressé. Et surtout, j'ai la solution. C'est-à-dire qu'avant, bah, c'est comme si on me disait, ah, ta bagnole, faut changer le joint de culasse. Ah, super. Déjà, c'est où, c'est quoi, de quoi tu me parles? Enfin, j'en sais rien comment on fait. Là, j'ai l'outil et je sais. Et ça change tout, en fait. Donc oui, je conseille aux gens d'y aller. Et même encore plus à ceux qui ont peur. Hmm. Si t'as peur de te retrouver avec toi-même ou de pas pouvoir parler, c'est que t'as 2 fois plus besoin d'y aller.
En préparant ce podcast, justement, je me suis beaucoup intéressé à Vipassana. Du coup, j'ai lu beaucoup de choses et je me suis noté les dates d'inscription là pour cet été. Je pense que je vais passer à l'action parce que ça m'angoisse beaucoup de me retrouver avec moi-même, tu vois. Ok, ok, Mais je me dis que ok, justement, ça peut être un bon exercice. Donc je te complètement. tiendrai au courant si je le Bah fais. bravo, c'est super. Voilà. Et alors pour info, euh, c'est vrai que c'est très demandé en Ouais. Europe. Il y a beaucoup de centres en Europe, en France, mais tu peux le faire partout dans le monde. Il y a plein de centres. Moi, j'étais un peu genre, ok, je veux le faire très vite. À un moment donné, je sens que j'en avais besoin. Et encore une fois, j'ai brûlé du kérosène pour y aller. Ça n'a pas arrangé mon bilan carbone, mais je suis allé en Afrique du Sud parce que Mhm. c'était celui-là qui était dispo. Il y avait des places. Évidemment, c'est un peu plus loin qu'en France ou l'Italie. Et du coup, j'avais de la place et je suis allé moi là-bas. Il y en a plein dans le monde, Mhm. des centres. Et tu disais notamment que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on fait plus attention à la carrosserie qu'au moteur. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est que la sécurité sociale, alors déjà, on a de la chance d'avoir de la sécurité sociale en France, mais la sécurité sociale en Mhm. France, elle rembourse les médecins, mais elle rembourse pas les psychologues. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, parce que je me suis dit, au final, il y a tellement de gens, mais moi le premier, hein, qui devraient aller chez un psychologue, mais j'y vais pas parce que je trouve ça cher. Et je me dis, pourtant, je suis sûr qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire et que je connais pas moi-même, quoi. Voilà. Je comprends. Non, mais surtout que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision un peu genre, ouais, si tu vas chez un psy, ça va te rendre encore plus taré. Enfin, c'est de la merde, etc. Enfin, tout ça, c'est dans la tête, c'est ta propre tête. Vas-y, avance. Parce que j'ai des amis à moi qui sont vraiment que j'apprécie beaucoup, qui sont allés voir des psys, et ça les a tous beaucoup aidés. Et forcément, bah, si tu vas mieux, en général, ta santé va mieux, tu tombes moins malade, tes défenses immunitaires sont plus fortes, t'as peut-être des médicaments, je sais pas, antidépresseurs si ça va jusque-là, que t'as pas besoin d'acheter non plus. Donc, je suis d'accord avec toi, ouais. Faut prendre le mal par la racine. On va arriver bientôt sur la fin de ce podcast. J'ai plus que quelques questions. J'en ai une qui est, je pense, très compliquée, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Écoute, en fait, je suis pas très heureux, non. Je suis pas très heureux, parce que j'ai des choses dans ma vie perso, que je dois régler, que je dois améliorer, que je peux pas forcément en parler Mhm. là. Mais du coup, c'est encore une fois l'adage qui dit, tu peux avoir la vie dont tu rêves s'il y a des choses importantes qui sont les choses de base qui vont pas, le reste ça sert à rien en fait, ça sert à rien d'être riche si t'es pas bien ou si même t'es malade. Mhm. Tiens, par exemple, je suis pas malade, alors, je suis pas malade, hein. C'est des choses plus profondes, plus personnelles, liées à mon environnement, bref. Mais c'est le fait de se dire, j'ai la vie dont je rêve, que j'ai réussi à me construire, et que je me suis je me suis donné au quotidien depuis des années pour me forger cette liberté d'aller où je veux, quand je veux, de pouvoir en plus être libre, de dire ce que je veux, tu vois. Si j'ai envie de diffuser des belles valeurs, j'ai pas quelqu'un qui va me dire dans ma boîte, bah non, on peut pas dire ça, tu comprends, c'est pas la politique de la société. Ta gueule, j'ai envie de dire ça, ça me plaît. Pour moi, ça fait du sens, je le dis, et j'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est le fait que ça me fait vibrer, que pour moi, ça va dans le bon sens. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, tu vois, même en te le disant, j'hallucine de la chance que j'ai d'avoir cette vie-là. Mais il y a des petites choses dans mon quotidien que je dois améliorer, qui sont des choses un peu fondamentales. Et que les choses fondamentales doivent être la priorité. Et si on remonte même encore à ça, les petites choses du bien-être personnel, c'est la santé. Faut jamais négliger la santé. Enfin, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, avoir toute la thune. Le jour où tu as un cancer de merde, tu peux être milliardaire, ah bah, ça se trouve, tu pourras pas te faire opérer et résoudre ce truc. Donc, bien manger, faire du sport, être bien dans sa tête, parce que ton putain de cancer, la plupart du temps, il va être généré par ton propre cerveau, par ton propre stress, ton propre mal-être. Tu crées des candidats albicans qui sont des cellules qui te bouffent, tu te ronges, te rouilles de l'intérieur, mec. C'est ça le truc. C'est ça les cancers. Et la plupart du temps, mauvaise hygiène, un mauvais mental. Et je pense que le vrai bien-être, il commence par là. Une fois que tu es bien dans ta tête et tout, tu es bien dans ta santé, tu peux commencer à mettre les autres échelons. Tu peux commencer à relever des gros challenges. Alors après, les challenges peuvent t'aider à aller bien dans ta tête aussi, hein. Ça peut être un outil. Mais franchement, super heureux, super épanoui, complètement heureux et dire je plane, ce serait mentir. Parce qu'il y a des choses que je dois régler. Ok.
Avant-dernière question. Est-ce que tu penses que l'humain existe, l'humanité existe? Est-ce que chaque être a un objectif, tu penses, sur Terre, ou c'est plus une présence et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, ou autre? Peut-être que tu as une autre réponse à ajouter à ça. J'essaie de comprendre la question sur est-ce que en gros chacun a un destin, il y À a une quoi on force sert sur la supérieure Terre, pour faire simple? À quoi on sert sur la Terre? En fait, je pense qu'on se plante pas mal en fait de ce qu'on est censé faire sur la Terre. Que même moi, je fais pas ce que honnêtement, hein, Mhm. si j'avais vraiment les vraies couilles de faire vraiment ce pourquoi je pense qu'on est là sur Terre, je pense qu'on est là pour bonifier le lieu où on est et bosser sur une espèce de karma positif qui est dans l'entraide, qui est dans la bonification, qui est dans l'amour avec un grand A, hein, pas l'amour, mais c'est aimer ce que tu fais, aimer ton prochain, t'aimer toi-même, être dans un truc super positif qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont, euh, mais on est trop dans un truc égocentrique, égocentré, dans lequel malheureusement je tombe aussi. Et je pense que si je devais vraiment faire un truc qui, selon moi, est ce qu'on devait faire, et ben je me battrais pour un monde meilleur et surtout un monde beaucoup plus écologique, beaucoup plus en lien avec la nature, beaucoup plus respectueux. Euh, Entre guillemets, je devrais monter un business qui permet de créer des belles choses positives pour la nature ou alors être fermier et avoir je sais pas, une ferme de permaculture autosuffisante quelque part dans le monde où en plus j'aide les gens autour de moi à avoir ce même style de vie, etc., etc. Je pense que c'est plus pour ça qu'on est là sur Terre, dans le sens où ce style de vie-là va nous reconnecter à la nature, donc nous faire nous sentir mieux et donc nous permettre d'être des meilleures personnes qui génèrent des choses positives et des énergies positives. Et je pense que malheureusement, on est dans un jeu dans lequel on est rentré, dans lequel on est piégé, parce que ça flatte notre ego, parce qu'on est attrapé, on est hameçonné, que notre ego, il adore ça, parce qu'en plus, on sécrète de la dopamine dans laquelle on est plus qu'addict. Mhm. Et la dopamine, c'est la pire des drogues auxquelles je suis drogué, hein, parce que je suis très content de mon style de vie, parce que je fais ce que je veux quand je veux. J'essaie de me reconnecter à la nature, mais j'y vais pas à ce que, selon moi, au fond de moi, ça devrait être. Et je joue un jeu que j'aime, mais qui, selon moi, n'est pas forcément le bon. Et je pense qu'on est sur Terre, pas pour jouer ce jeu-là, mais pour jouer un jeu du minimalisme, de la légèreté, du bien-être, de l'amour et de la bienveillance. Et clairement, moi, je suis pas un bon élève du tout. Je dis pas que j'y arriverai pas à un moment, j'essaie d'y bosser, mais je tombe dans beaucoup trop de pièges de notre société. Même si pourtant je fais genre que je suis en dehors de la société et que je suis libre, etc. J'ai juste utilisé la société à mon avantage, mais au final, j'utilise la société occidentale, même si c'est à mon avantage, ça reste dans ce schéma-là. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Avec plaisir. Dernière question, c'est une question que je compte poser à tous les invités qui viennent sur ce podcast. Parce que l'idée de ce Vas-y. podcast, c'est de... bon, déjà, c'est une thérapie pour moi, mais c'est c'est aussi pour donner éventuellement envie aux gens de créer des projets et de surtout comprendre comment les autres font, ceux qui arrivent justement à réaliser des choses, et pour donner l'envie de réaliser des projets. Et toi, dans ta vie, dans tout ce que tu as connu, quel a été, alors, soit le meilleur déclic, soit le meilleur conseil que tu as connu? Et, et si tu connais quelqu'un si un jour tu rencontres quelqu'un qui a envie de créer un projet mais n'ose pas passer à l'action, t'aimerais lui donner ce conseil ou ce déclic-là? Qu'est-ce que ce serait comme conseil ou déclic? Alors, moi, il y a un conseil qui vient de moi, que je me donne tout le temps, c'est écoute ton instinct. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je veux dire, si tu sens que c'est par là qu'il faut aller, la vie, franchement, la vie, elle est simple. Je dis pas qu'elle est facile, mais elle est simple. C'est quelque chose que je dis souvent. Si tu sais que c'est par là, tu le sens que c'est par là, vas-y, c'est simple. Je dis pas que ça va être facile, hein, ce chemin-là. Mais Hmm. au fond de toi, si ton instinct, en fait, ce que les gens ont pas compris, c'est que l'instinct, c'est un spoiler de notre vie intégré à notre cerveau. Ton cerveau, il te dit tout le temps, c'est par là, voilà la solution. Il te donne la fin de ton film, tu sais que c'est par là. Vas-y, en fait. Et dès que tu vas pas, ça va pas être bon, ça va être dur, ça va pas faire de sens. Donc, écoute ton instinct,
Enfin, t'as le spoiler, tu le sens, tu le sais, c'est par là. Vas-y, fonce. Ça, c'est un truc que je me répète et j'essaie de répéter aux gens parce que pour moi, c'est ça le secret vraiment de la fluidité, de la légèreté, du bien-être, notamment. Si c'était un conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil qu'un ami qui s'appelle Stéphane Kousman, qui avait monté sa boîte, qui est un mec qui était beaucoup plus, je vais pas dire beaucoup plus âgé, il va mal le prendre, mais et il m'a dit, n'attends jamais que le téléphone sonne. Parce que je lui ai dit ce que je voulais faire, ouais, t'es dans des vidéos, faire de la présentation, de vidéos de voyage et de présentateur, j'en sais rien. Il me fait, ok, ça me fait, tu sais que c'est un métier difficile. Moi, j'ai plein de potes qui galèrent et je dis, mais si je peux te donner un conseil, n'attends jamais que le téléphone sonne. J'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours été force de proposition, j'ai toujours été en train de créer des nouvelles choses, et essayer d'être toujours un coup d'avance, tu vois, j'attends pas être le mec has-been ou que le métier d'influenceur voyage pourrisse ou en tout cas que je sache plus le faire ou que je sois plus dans les tendances pour arrêter. Tu vois, je suis dans l'action et écoute, s'il entend ce podcast, je crois que je me suis plutôt pas mal démerdé et que finalement j'ai jamais attendu que le téléphone y sonne et surtout le téléphone il a jamais arrêté de sonner pour moi et ça c'est plutôt une grande chance aussi que je me suis provoqué mais c'est une chance. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton projet, notamment d'entrepreneuriat? Écoute, c'est très simple. Tu tapes Alex Viseo sur ton réseau social de prédilection et je devrais être dessus. Alors en ce moment, je vais me remettre bientôt d'ici 1 ou 2 semaines sur Insta et sur Facebook, etc. Mais je suis plus sur YouTube à raconter 1 fois par semaine un peu mes avancées de projet, mes leçons, mes tips, mes conseils aussi en personal branding puisque j'ai envie d'aider les gens. Donc je crée du contenu gratuit aussi évidemment. Donc voilà, tu tapes Alex Viseo, Vizeo sur le réseau social de ton choix, même sur TikTok. Et tu devras me retrouver très facilement. Ok, merci beaucoup. Viseo.net, c'est pour ceux qui ne te connaissaient pas en tant qu'influenceur voyage, ça peut être toujours la référence pour voir tout ce que tu as fait? Alors effectivement, et merci de le rappeler, si tu as besoin d'infos voyage, des tips ou les bonnes astuces pour aller dans une destination qui a il y a quelques chances que je l'ai faite parce que je suis allé dans quelques endroits quand même. Tu peux aller sur viseo.net et c'est là où il y a toutes mes bonnes adresses, mes astuces, les coins, les itinéraires, tout ce que j'ai fait, les bonnes adresses, il y a tout ça par là. Ouais, tout à fait. Merci de le rappeler. Bah, merci à toi d'avoir accepté ce podcast. Merci Alexis et bravo pour ce projet que je trouve génial et j'aime bien le mélange qui va servir peut-être à inciter des gens à créer des choses, à se lancer, mais aussi cette auto-thérapie que tu te crées en fait dans l'action et je trouve ça génial. Voilà, c'est une super idée, bravo. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Ciao Alexis. Voilà. Merci. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Peps. N'oublie pas évidemment de t'abonner, c'est ce qui aide le plus le podcast. Et puis ça te permet aussi de ne pas louper les prochains épisodes. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Alexis Pinault. Et du coup, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, n'hésite pas à passer à l'action et à réaliser tes rêves. À très bientôt.